Bonjour ou bonsoir, bienvenue dans ce débat législatif des 12 et 19 juin prochains. En tout cas, nous sommes dans la troisième circonscription. Le candidat qui est sur ce plateau s'appelle Antoine Fontaine. Bonjour ou bonsoir Antoine Fontaine. D'abord, qui est Antoine Fontaine? Bonjour, bonsoir Jismi Ramoudou. Qui est Antoine Fontaine? Antoine Fontaine, c'est un créole de 45 ans. Il habite aujourd'hui à Bras-de-Ponto, au Tampon. M'a grandi entre le Tampon, la Ravine des Cabris et Terre-Sainte. Des souvenirs d'une enfance heureuse. En famille, avec les amis, beaucoup de réunions familiales, de partage et ces petits bouts d'identité qui forgent un peu la personnalité d'une personne et cet attachement aussi, je dirais, à ma culture. Il y a quand même ce moment où il a fallu partir en métropole. Oui, en fait, mes parents ont quitté La Réunion, j'avais l'âge de 7 ans. Et parce que déjà, je dirais à l'époque, il n'y avait pas de perspective professionnelle ici à La Réunion. Ils sont partis avec ce qu'on appelait l'ANT, qui a suivi en fait le BUMIDOM. Toujours cette démarche un petit peu de dire que l'avenir pour les Réunionnais, c'est pas forcément à La Réunion sur leur île. Comment un Yab Tampon adapte à lui quand il arrive sur le territoire national? C'est un déracinement quand même, parce que il faut dire qu'à La Réunion, on a un environnement, un cadre de vie qui est préservé. Il y a une proximité familiale, amicale. Tout le monde y connaît un peu tout le monde. Et quand on arrive là-bas, c'est un peu l'inconnu. Et puis surtout, je dirais, le sentiment d'être un étranger dans son pays, un étranger en France. C'est un paradoxe? Ah oui, c'est un paradoxe, bien sûr, parce que quand on arrive là-bas, on a l'impression que, quelque part, ceux qui vivent dans l'Hexagone, ils découvrent finalement les territoires d'outre-mer comme La Réunion, et ils se font une idée liée aussi à l'image que notre pays veut bien donner, lié surtout à l'Afrique, à un territoire qui n'est pas développé, à un territoire qui n'est pas avancé. Qu'est-ce que Antoine Fontaine ramène de cette période de métropole, des diplômes, des études? Oui, j'ai fait mes études de droit à Paris, notamment à l'université Panthéon-Assas. Ce que je ramène de là-bas, c'est aussi une culture de la dévotion quelque part, parce que si je choisis de faire des études de droit, c'est parce que je comprends assez rapidement que le droit, loin d'être un moyen de libérer les gens, c'est surtout un moyen de les dominer. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ce besoin viscéral de justice en moi, certainement lié à l'histoire familiale, à l'histoire de La Réunion. Et quand je regarde partout ici, il y a beaucoup d'injustices. Et aider les gens à faire valoir, déjà les informer de leurs droits. Parce que quand on ne connaît pas ses droits, on ne peut pas les faire respecter et les aider à faire valoir leurs droits. On n'a pas cette culture-là ici à La Réunion du droit et des droits. Un député, c'est quelqu'un qui peut amener un peu plus de justice. D'abord, c'est quoi un député? C'est quoi un député? Je dirais c'est un élu qui a deux rôles. Il participe à l'élaboration de la loi. Par exemple, quand on décide d'obliger les gens à porter un masque dans la rue, ce sont les députés qui votent ces lois. Ou quand on décide que pour travailler, pour avoir droit à la retraite, il faudra travailler toujours plus, ce sont les députés, les parlementaires qui votent ça. Et donc, le député, c'est sa première fonction. Il participe à l'élaboration de la loi. La deuxième, je dirais, c'est qu'il participe au contrôle de l'activité du gouvernement.
parce qu'on a une constitution dans laquelle les pouvoirs constitués, c'est comme ça que l'on appelle, sont bien séparés. Il y a le pouvoir législatif, donc auquel appartient le député. On peut citer par exemple le pass vaccinal qui a été validé par les députés. Tout à fait, la loi du 5 août 2021 qui a été votée par l'Assemblée nationale et le Sénat par une majorité. Et on peut s'interroger aussi sur le fonctionnement de nos institutions. Les gens s'interrogent aujourd'hui sur le fonctionnement des institutions. Et puis si on fait référence au passé, 1946, Raymond Vergès et Paul Lepiervenche, députés, font passer la réunion de colonie à département. Oui, bien sûr, les lois participent à cela. Les parlementaires, à travers ce changement, cette évolution de statut où la réunion de colonie passe à département d'outre-mer, même si je dirais qu'avec le recul, les gens se demandent encore aujourd'hui s'il y a un réel changement. On change le nom, mais est-ce que dans change le de fond, statut. On change de statut, et est-ce que dans le fond, le Ça a fonctionnement n'est pas toujours identique, et les gens s'interrogent beaucoup par rapport à ça aujourd'hui. Mais quand on regarde aujourd'hui, par exemple, 1975, la loi de Simone Veil pour l'avortement, je crois, Oui. Il y a eu d'autres lois comme ça, comme la loi sur l'égalité sociale en 1995. Jacques Chirac, président, a terminé l'égalité sociale. Il y a eu la décentralisation de 2006. Il y a quand même eu des moments où les députés ont quand même ont pesé sur l'évolution de la société. Alors, ils ont en tout cas mis en place un cadre, je dirais, qui n'est pas forcément aujourd'hui utilisé. Je le dis souvent quand je rencontre des gens, on peut tout à fait reconnaître des droits à des individus, à des personnes. C'est le sens de cette belle promesse républicaine, liberté, égalité, fraternité. On reconnaît des droits à des individus, sauf que, et c'est pareil pour le cadre institutionnel, on pose un cadre institutionnel, sauf que derrière on ne donne pas les moyens. Justement, peut-être c'est parce que quelque part, avec l'évolution, c'est parce qu'a voulu le général de Gaulle lorsque la Constitution de 1958 a été votée, lorsque on est passé à un vote, à un suffrage direct avec son élection en 1962, c'est de donner du pouvoir. Mais est-ce que, si le président a du pouvoir, le gouvernement a du pouvoir, est-ce qu'un député a vraiment du pouvoir pour que les lois que les députés votent à l'Assemblée nationale soient vraiment appliquées ? Écoutez, on a bien vu ces 5 dernières années à quel point le Parlement, l'Assemblée nationale était complètement effacé devant le président de la République et devant le gouvernement. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui un député est un pouvoir réel. En tout cas, s'il en a un, je dirais, c'est celui d'interpeller. D'interpeller non seulement... Ce sont ses moyens ? Ce sont ces moyens, pas que, ce pouvoir d'interpellation, je dirais, ce pouvoir médiatique quelque part plutôt, parce que l'Assemblée nationale, c'est comme une scène de théâtre en fait, chacun joue un rôle, mais sauf que... D'ailleurs, Jean Lassalle joue des rôles excellents dans l'Assemblée nationale. Tout à fait, mais sauf que cette scène de théâtre-là, quand même, ce qu'on perd de vue, c'est qu'elle a des répercussions sur la vie quotidienne des gens, et que les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale, elles ont un impact direct sur la vie des gens, et elles sont aussi bien souvent déconnectées des réalités des territoires. Mais à votre avis, est-ce que les élus, les députés qui sont élus à la Réunion, est-ce qu'ils font leur travail? Est-ce que, pas seulement eux, et les autres aussi, et c'est vrai que là, ça va être du pain béni pour Antoine Montaine. C'est pas du pain béni, c'est pas critiquer pour critiquer, mais c'est vrai que quand même malgré tout, c'est la Constitution qui dit on est en droit de demander des comptes à nos élus. Et c'est ce qu'on ne fait pas aujourd'hui finalement. Et quand on voit qu'on vient de passer 5 années avec toutes les conséquences que ça a entraîné en termes de loi, en termes de régression aussi des droits, parce que lorsqu'on reconnaît des droits à un individu et qu'on leur prive des moyens finalement de le réaliser, ce sont quoi? Ce sont des droits virtuels. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup du droit à la retraite. Quand on rallonge sans arrêt les conditions
conditions pour pouvoir bénéficier de ce droit à la retraite, eh bien, on se rend bien compte que ce n'est plus un droit, que les personnes qui, quelque part, auront de l'argent, lorsqu'un droit est soumis à une condition de rémunération, ça ne s'appelle pas un droit, ça s'appelle un produit. Moi, par exemple, si je prends mon cas, je devrais, dans le meilleur des cas, travailler au moins jusqu'à 78 ans. Je ne sais pas si les gens s'imaginent une personne de 78 ans en train de travailler, bien que, en plus, il existe aujourd'hui des personnes à la retraite qui sont obligées de travailler parce qu'elles n'ont pas suffisamment de revenus. Si on fait un bilan des élus, des députés de La Réunion depuis 1946 à aujourd'hui, il y a quelques députés qui ont, grâce à votre... Comme vous disiez tout à l'heure, il y a des députés qui ont marqué l'histoire de La Réunion. Je pense par exemple à Michel Debré, à des personnes comme Paul Vergès ou Huguette Bello, qui, en leur temps, ont accompagné un mouvement, une évolution. Mais ce que les générations comme la mienne pose aujourd'hui comme constat, c'est qu'on a le sentiment que pas grand-chose n'a évolué. On parle toujours de la même chose, on parle toujours des mêmes problématiques, on parle toujours des mêmes solutions et on voit bien que rien ne change. Alors pour changer, qu'est-ce que Antoine Fontaine a envie de changer? Qu'est-ce qu'il veut aller défendre comme proposition de loi à l'Assemblée nationale? Je dirais que honnêtement aujourd'hui, il y a un dispositif législatif, il y a un cadre institutionnel qui nous permettent de faire beaucoup de choses. Moi, le constat que je pose, c'est qu'un certain nombre de lois aujourd'hui ne sont pas appliquées. Même, je dirais qu'il y a trop de lois. C'est ce que disent les gens, trop de lois. On dit que nul n'est censé ignorer la loi. Quand vous avez Pompidou l'avait déjà dit en 1974. C'est vrai, mais c'est une réalité toujours aujourd'hui. Rien n'a changé. On est près de 50 ans après, les lois ont continué à augmenter, mais pas pour être appliquées. On a continué à fabriquer des lois, par plaisir apparemment. Par plaisir et qui ne répondaient pas forcément à des besoins réels ou qui empêchaient aussi la réalisation d'un certain nombre d'activités. 11 200 lois, 342 000 articles, 118 codes. On dit nul n'est censé ignorer la loi. Comment voulez-vous qu'un individu lambda puisse connaître toutes les normes? Le rôle d'un député, je dirais aujourd'hui, ça serait plutôt justement de veiller à l'application des lois. Et particulièrement aux lois où on reconnaît des droits aux individus. Quelle loi Antoine Fontaine a envie qu'on applique aujourd'hui, qui a été déjà votée, mais qu'on applique? Je vais en prendre un exemple dont on parle beaucoup en ce moment, la vie chère. La vie chère, c'est un prolongement de notre histoire coloniale ici à La Réunion. La vie chère, c'est une volonté politique. Régulièrement dans l'outre-mer et à La Réunion aussi, il y a des manifestations contre la vie chère et avec des débordements. En 2012, le gouvernement de François Hollande a fait adopter une loi de régulation des activités économiques en outre-mer. 2012. C'est la loi Lurel. La loi, effectivement, Lurel. Ça fait 10 ans que les gouvernements successifs refusent de mettre en application la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que l'on renvoie finalement aux citoyens? D'un côté, on a un gouvernement qui refuse d'appliquer la loi, et de l'autre, ce même gouvernement demande aux citoyens, lui, de respecter la loi. Donc je dirais que le rôle d'un parlementaire aujourd'hui, c'est de veiller à l'application de la loi, rien que la loi. Il n'y a peut-être certainement pas besoin de proposer de nouvelles lois. Il y a même, je dirais, à La Réunion, un cadre institutionnel qui permet d'adapter un certain nombre de lois à des spécificités. C'est une loi qui date de 2015, c'est donc dans la décentralisation voulue par Hollande, c'est-à-dire la conférence territoriale de l'action publique. Je dirais même que ça va plus loin, c'est dans la Constitution. C'est dans la Constitution française, l'article 73. On parle souvent de l'amendement Virapoulet, l'alinéa 5. L'amendement Virapoulet, c'est l'alinéa 5 de l'article 73 de la Constitution. Alors on va juste rappeler que Jean-Paul Virapoulet a fait voter qu'aucune loi ne s'appliquait à La Réunion si cette loi n'est pas appliquée en métropole. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les lois pays. Jean-Paul Virapoulet, et cette génération d'élus d'ailleurs, a souhaité que dans une vision d'assimilation
de la Réunion, sans tenir compte quelque part de son histoire, sans tenir compte de ses spécificités, a voulu que la loi s'applique de manière identique entre l'Hexagone et les territoires ultramarins, ou en tout cas, en l'occurrence, la Réunion. Les lois pays. En revanche, dans cet article de la Constitution, eh bien, on dit un certain nombre de choses aussi que la Réunion peut expérimenter. Et notamment, c'est ce qu'on appelle l'adaptation. Les collectivités d'outre-mer à La Réunion ont la possibilité d'adapter un certain nombre de normes dans leur domaine de compétences. Par exemple, je pense à des problématiques liées au logement, à des problématiques liées à l'environnement. On voit bien, quand moi je rencontre des artisans ou des commerçants, on dit ils ne comprennent pas qu'on applique ce genre de normes ici à La Réunion, et on pourrait demander des adaptations. Sauf que nos élus ne veulent pas demander ces adaptations. Quand il y a un problème, ils se retournent toujours vers le gouvernement comme si eux-mêmes n'avaient aucun pouvoir d'agir finalement sur le territoire dans lequel on vit. On arrive un petit peu, on met le doigt dessus, en tout cas Antoine Fontaine met le doigt dessus. C'est une question de compétence ou de manque de courage ? Je dirais que c'est une question de manque de courage. Quand on interpelle, par exemple, des élus régionaux sur la problématique de la vie chère, et peut-être que c'est un problème de compétence aussi d'ailleurs, quand on interpelle les élus régionaux sur la problématique de la vie chère, moi, ce que je me suis entendu répondre tout récemment, c'est que la vie chère, c'est pas la région. Quand même, je dirais que la région aujourd'hui, elle a des compétences justement à la suite de cette loi Lurel qui a donné des compétences à la région sur des sujets bien précis, sauf que nos élus ne s'emparent pas de leur pouvoir. Parce que c'est plus facile de demander au gouvernement de bloquer les prix. C'est plus facile de demander au gouvernement de bloquer les prix, mais on voit bien que de toute façon, il ne le fera pas non plus, même si lui a le pouvoir de le faire. On voit aujourd'hui, par exemple, que le prix sur les carburants, sur le gaz, sont fixés par l'État. Donc ça veut dire que si aujourd'hui il y a une volonté politique de lutter contre la vie chère à La Réunion, eh bien le gouvernement, l'État a des pouvoirs, la région a des pouvoirs, personne n'utilise leurs pouvoirs. Mais que peut faire ? On prend l'hypothèse que demain Antoine Fontaine est élu député, tout seul parmi 576 autres députés. Que peut faire Antoine Fontaine comme député pour ne serait-ce que faire appliquer les lois qui ont déjà été votées ? Eh bien écoutez, je dirais que je prendrai mon bâton de pèlerin. Et j'irai voir les élus locaux qui sont actuellement aux responsabilités, que ce soit au département ou à la région, et que je leur propose justement d'accompagner ce travail d'adaptation. Parce que jusqu'à présent, c'est ce qu'on m'a dit, souvent on vote des motions. On vote des motions au conseil régional, on vote des motions au conseil départemental pour demander au gouvernement de prendre en considération un certain nombre de particularités à La Réunion. Je pense que la méthode, elle n'est pas forcément la bonne. Il faut se référer à la Constitution et qu'il faut que l'on saisisse officiellement sur des mesures bien précises. Que l'on identifie. Par exemple, sur la problématique du logement aujourd'hui à La Réunion, on voit bien qu'on a un gros problème au niveau du logement et que les normes qui sont imposées répondent à des normes qui sont sur le territoire européen. On est un territoire tropical, ces normes ne sont pas adaptées. Sur des mesures comme ça bien identifiées, accompagner les collectivités locales à demander à ce que le Parlement, en fonction de la compétence dont relève la norme, que le Parlement ou le gouvernement adapte ces normes. Député ou pas, au soir du 19 juin, Antoine Fontaine est prêt à continuer à essayer de porter ce chantier qui est immense. Parce qu'on a l'impression on va vider l'océan avec une petite cuillère à café. Je me souviens, mon pépé disait moi, pas capable et mort sans essayer. Et que j'ai bien conscience qu'aujourd'hui, il faut aussi accompagner l'évolution des mentalités. Je dirais que le changement, déjà, il vient de soi-même. Est-ce qu'aujourd'hui, à La Réunion, il y a des personnes qui ont envie de construire une société un peu meilleure sans que cela entraîne aussi un bouleversement Quelque part, ce que je propose, c'est de faire une révolution légale. Utiliser la loi, utiliser la Constitution
pour mettre en place les conditions d'un développement ici à La Réunion. Et quand je parle de développement, c'est pas un développement économique, c'est un développement des hommes et des femmes. Parce que pendant cette campagne des présidentielles, c'est des sujets qu'on n'a pas abordés au fond. Hein. Pourquoi est-ce qu'à La Réunion, les hommes et les femmes, leurs perspectives d'avenir, elles sont forcément à l'extérieur, et que ceux qui restent, eh bien, pour ceux qui ont de la chance de trouver un emploi, effectivement, ça va. Mais on le voit bien qu'il y a un malaise profond dans la société réunionnaise. Il y a un malaise profond d'ailleurs dans tout l'outre-mer. Quand on voit les scores des présidentielles... Justement, quand on regarde les scores, ça veut dire que les citoyens n'ont pas envie de se mêler à la bataille, n'ont pas envie d'aller à la bataille. Avec qui Antoine Fontaine veut faire ce changement? Ben, je dirais avec les citoyens. En fait, quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe entre l'abstention, qui est quand même le premier parti à La Réunion, mais en France aussi. Hein. Donc il y a une partie des citoyens aujourd'hui qui considèrent que le fait d'aller voter, de toute façon, ça ne change rien à leur vie. Et c'est une réalité. Ça ne change rien à la vie des citoyens, parce qu'il y a cette espèce d'interaction entre tous les partis politiques, où on voit bien que tout le monde vient du même sérail, et que tout le monde a aussi ce même fonctionnement, et que quoi qu'il arrive, droite, gauche, centre, extrême, finalement, ça ne change rien du tout à la vie des gens. C'est ma dernière question, et puisqu'il faut terminer aussi. Antoine Fontaine, c'est quoi qu'il arrive, que député ou pas, ils font continuer à se battre pour La Réunion? Je dirais que les batailles politiques d'avenir, même si les élections sont importantes, elles vont surtout se gagner grâce à la volonté des citoyens, grâce à leur capacité aujourd'hui de s'organiser, et qu'un parlementaire peut effectivement accompagner cela. Un parlementaire peut mettre à disposition de ces citoyens, justement, qui veulent s'organiser, les moyens que l'Assemblée nationale lui donne. Redonner les moyens publics, parce qu'un parlementaire coûte entre 25 et 30 000 euros par an, redonner ces moyens publics pour accompagner des projets de développement. Par exemple, ce que moi je propose, c'est que l'indemnité du parlementaire, 5 700 euros, 68 400 euros par an, 342 000 euros pendant 5 ans, et bien que cet argent qui appartient aux citoyens, c'est de l'argent public, et bien qu'on le redonne pour accompagner des projets de développement dans le domaine de l'agriculture, de l'environnement, de la culture, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas accès aux aides publiques, aux subventions, parce que tout est verrouillé par les élus, et que si vous n'êtes pas avec eux, vous êtes forcément contre eux. Merci. Nous aurons peut-être l'occasion de revenir avec d'autres candidats sur ce débat. En tout cas, j'espère que vous avez eu quelques éléments pour votre vote dans la 3e circonscription. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt.